Le Voile du Palais, c'est une exposition dédiée à la voix humaine, une thématique qu'on voulait travailler depuis assez longtemps au Bon Accueil. Et c'est la découverte notamment d'un article de Simon Reynolds, qui est un critique musical, autour de l'autotune. Donc, qui est un logiciel qui est normalement un logiciel de correction de la voix qu'on n'entend pas, mais qui est utilisé notamment en R&B pour faire ses voix en escalier et qui a contaminé pas mal la musique pop, on va dire. Il se pose toute une réflexion, notamment pour les détracteurs de l'autotune. Avec l'autotune, la voix est plus naturelle. Et donc, il se pose un peu la question, qu'est-ce qu'il y a de naturel au final dans une voix, et surtout là, dans le chant. Donc, partant de cet article, on trouve assez intéressant de dire qu'au final, le chant, c'est quelque chose d'artificiel, c'est une technologie du corps internalisée. Il faut maîtriser son souffle, la position de la langue, le larynx, enfin, c'est vraiment une technique avec un apprentissage, donc il y a une dimension artificielle. On s'est posé la question de la voix comme technologie du corps. Et partant de là aussi, j'avais en tête l'emmurement de disques en 1907 sous l'Opéra Garnier, destiné à conserver les plus grandes voix d'opéra de l'époque et de le transmettre aux générations futures. Et il s'avère que ces disques sont restés un siècle sous l'Opéra Garnier et que la Bibliothèque nationale de France a désemmuré ces disques qui étaient dans des urnes en plomb, comme des urnes funéraires, et a numérisé les disques. Et cette histoire, en fait, elle est rapportée notamment par Gaston Leroux au début du Fantôme de l'Opéra. Donc, je suis parti de ça pour programmer l'exposition en deux parties. Donc, cette partie vraiment dédiée à l'opéra et son univers, en s'appuyant sur le roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra, la voix comme technologie du corps, et une deuxième partie qui se trouve dans un autre lieu d'exposition, l'enregistrement comme technologie de la voix. Le Fantôme de l'Opéra a servi vraiment de base à la sélection des articles et a permis d'arriver vers d'autres ouvrages d'imagination, comme Le Château des Carpates de Jules Verne, Sarrasine de Balzac. Et c'est des romans qui, au niveau date, on va dire, tiennent un peu aux mouchoirs de poche. On est fin 19e, début 20e. Et ils sont tous marqués par l'imaginaire de la voix et de l'enregistrement. Il s'agit à côté de moi d'une œuvre d'Alexander Kolkowski, un artiste anglais, archéologue des médias et collectionneur. Donc l'œuvre consiste en un 78 tours sur lequel se trouve un enregistrement de la chanteuse Laurel Lichtenberg. Donc c'est un 78 tours qui a été créé cette année vraiment pour l'exposition et qui est fait pour être lu avec ce dispositif gramophone, la voix de son maître. En fait, l'idée c'était de reprendre ce passage du Fantôme de l'Opéra où la Carlotta se trouve sur scène et elle chante Faust. Et à un moment du Faust, en fait, elle perd sa voix. Sauf que Gaston Leroux, pour décrire cette perte de voix et toutes ces fausses notes, décrit un crapaud. Il met quelques lignes, voire une page, à nous faire comprendre que le crapaud, qui décrit comme visqueux, sorti de l'enfer, en fait, c'est une fausse note. J'ai choisi ce passage dans le roman parce que Faust faisait partie des disques qui avaient été emmurés sous l'Opéra Garnier. Donc on est parti du Faust de Charles Gounod, qui était une version de Faust qui était la plus jouée au XIXe siècle. Et donc l'œuvre se réfère autant à ces disques qu'on a emmurés en 1907 qu'à ce passage du Fantôme de l'Opéra. Ce sont deux parties d'installation. Il y a ici la vitrine. Ce que je montre sont des objets qui sont des copies de cavités vocales. Quand tu parles, tu bouges tes lèvres, ta langue, ça change la forme dans ta bouche. Et c'est ça qui va changer le son. Donc j'ai fait un peu la recherche, trouvé des objets ou des émeries online. Je les ai imprimés pour que je puisse les utiliser pour créer du son moi-même. Et derrière moi, c'est une partie d'une installation sonore qui s'appelle The Alphabet of Nature.
C'est de l'air pneumatique, ça sort, ça fait une noise, et ce noise est transformé par chaque objet. Donc chaque objet il fait une voyelle, donc c'est A, E, E, U, I, O. Ça ressemble vraiment quand tu essaies de créer du son juste avec l'air qui est dans tes poumons sans utiliser tes cordes vocales. Donc c'est un peu comme le vent. Allez, ça devient aussi une petite sculpture qui est tout proche et aussi très loin de nous. Allez, quand tu le regardes, c'est étrange. En même temps, c'est juste l'intérieur extériorisé, quoi. L'exposition comporte également plusieurs œuvres graphiques de l'artiste Régnier Le Ricollet. On a choisi de présenter cette série de dessins qui sont dédiés au Faust. Et donc c'était un écho au Faust dans le Fantôme de l'Opéra et au Faust de Gounod. Et ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'est que le dessin évoque un peu l'esthétique cubiste du début du XXe siècle. Et le cubisme, c'est aussi un mouvement qui a commencé aux alentours de 1907. Donc on trouvait qu'il y avait un jeu de parallèles intéressant. Donc là, 3 personnages du Faust, Gretchen, Faust lui-même et le diable Méphistophélès en 3e. On a également choisi une série de 3 collages de Régnier Le Ricollet qui là ont été choisis en s'inspirant de Sarrasine de Balzac qui met en scène un sculpteur qui s'appelle Sarrasine et qui tombe amoureux d'un castrat, la Zambinella. Et dans ce roman, la Zambinella est décrite comme un être à la beauté composite. Il est l'assemblage, en fait, pour Sarrasine, de tels morceaux de sculpture, de tels morceaux de sculpture. On voulait d'ailleurs évoquer dans l'exposition les castrats comme une sorte de technologie, on va dire, extrême du corps, du fait de la castration de jeunes enfants pour éviter la mue et leur garder une voix angélique. À côté de moi, une œuvre de 2010 de Melissa Dubin et Aaron Davidson, un couple d'artistes américains, qui ont été sollicités pour créer une urne funéraire pour une cantatrice qui s'appelait Eugénia Farrar, qui, en 1907, à la même époque où on enterrait des disques à Paris, elle chantait pour faire émettre sa voix par ondes radio. C'était une expérience qui était menée dans le port de New York par Lydie Forrest, un des pères de l'électronique. Et donc c'était vraiment vocation technique. Sa voix n'était pas faite pour être captée par un auditoire. Elle chantait vraiment dans le vide. Elle chantait You Love Me Truly. Et il s'avère qu'un marin qui se trouvait sur un bateau et qui était opérateur radio, par hasard a capté sa voix et il aurait cru entendre la voix d'un ange. Et la famille de ce marin a hérité des cendres de la cantatrice et elles ont été conservées avant de faire une donation au musée de la Marine du port de New York. Et le musée de la Marine a décidé d'offrir une urne digne de ce nom, on va dire, à cette première voix qui s'est perdue dans l'éther par ondes radio. Et donc les artistes ont décidé de créer un cylindre. Ils reprennent le cylindre de phonographe d'Edison, sur lequel ils ont gravé une version de sa chanson You Love Me Truly pour littéralement, il disait, envelopper la chanteuse avec sa propre voix. Donc ici, c'est une copie pour l'exposition. Et ce que je trouvais intéressant dans le cadre du voile du palais, c'est que Edison, quand il avait inventé le phonographe, avait notamment comme idée de faire enregistrer les voix des personnes dont on voulait conserver un souvenir pour se les remémorer après leur mort. Et puis ça rappelle aussi un autre roman qui a été convoqué pour l'exposition, c'est Le Château des Carpates de Jules Verne, dans lequel le baron Gortz commande à son âme damnée orphanique d'enregistrer la voix d'une cantatrice d'opéra dont il est éperdument amoureux. Et en fait, le jour où il l'enregistre sur scène, à son insu, elle décède. Et il garde ce cylindre, il l'emporte avec lui. Et donc,
succession d'événements, et à la fin du roman, le cylindre se brise. Donc, l'âme de la cantatrice s'échappe quand le cylindre se brise. Et donc toute cette relation à l'enregistrement de la voix, à la mort, à l'opéra, je pourrais bien résumer dans cette œuvre qui fait aussi le parallèle avec Alexandre Kolkowski et les voix ensevelies sous l'opéra Garnier. Je me trouve à côté d'une œuvre de l'artiste Martin Ritchie, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui va être lié à l'histoire des automates qui imitent la parole, et plus particulièrement de von Kempelen, mais qui est aussi un des premiers à créer des machines qui peuvent reproduire la voix humaine. Et donc en s'inspirant de Kempelen, Martin Ritchie créait lui aussi des machines. Là, un appareil phonatoire presque complet. C'est-à-dire que cette machine est capable de chanter, d'articuler quelques mots. Ça renvoie au corps machine et au fait qu'effectivement, différents éléments de cette machine, en se combinant, vont créer la voix. Ça rappelle également dans le roman de Gaston Leroux à propos d'un des personnages féminins, si ce n'est le personnage principal, Christine Daae, qui est une chanteuse d'opéra, mais sans beaucoup de talent, à propos de laquelle on dit qu'une chanteuse sans âme, c'est une machine chantante. Et donc ça faisait ce parallèle avec les disques dans lesquels on pouvait penser que l'âme était enfermée, comme dans Jules Verne, avec Stilla, la cantatrice enregistrée quand elle décède sur scène. Et là, donc, ça exemplifie vraiment cette idée qu'on peut, avec des moyens mécaniques, imiter, on va dire presque parodier la voix humaine. Et il y a un caractère étrange, j'ai entendu une machine dire ou articuler des choses.